Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui. On va parler donc de l'optimisation d'un site web pour le référencement. Alors l'idée c'est que je ne vais pas faire une correction complète de site web pour un référencement aujourd'hui, mais on va surtout voir en fait comment analyser une page et comment on peut identifier les points à améliorer en priorité pour que ça ait un impact. Avant ça, on va quand même faire un tout petit rappel quand même sur le référencement parce c'est un sujet qui est extrêmement vaste, qui contient beaucoup de choses. Généralement, quand on va parler de référencement, on parle quand même de Google. Il y a beaucoup d'autres moteurs de recherche qui existent, mais je crois, enfin, je ne sais pas si c'est encore à jour, mais il y a encore 2 ans, on avait plus de 95% des requêtes de recherche qui étaient faites sur Google. Donc les 5% qui restent au final sont tellement insignifiants que ça n'a pas vraiment d'impact. Donc quand on cherche le référencement, généralement on va chercher à améliorer le référencement sur Google. Et ce référencement, ben, le concept même du référencement, en fait, ça part d'un premier algorithme qu'on appelle l'algorithme de PageRank. C'est le premier algorithme que Google a utilisé pour justement créer son concept de moteur de recherche. Et l'idée, c'était de dire un site est populaire s'il y a d'autres sites qui mettent des liens vers ce site en question. Et du coup, il y avait tout un calcul de PageRank qui était fait à partir de ça. Plus on avait de liens qui provenaient d'autres sites, plus on avait un PageRank élevé. Et le fait d'avoir un PageRank élevé, ça faisait aussi que quand on mettait des liens vers d'autres sites, bah, eux aussi gagnaient du PageRank. Mais du coup, un site qui a un PageRank élevé, qui vous donne un lien, va avoir beaucoup plus d'impact que quelques petits sites avec un PageRank très faible qui vous donnent un lien. Ça, c'était le tout premier algorithme de Google pour référencer les pages et faire ressortir les résultats. Depuis, ils ont sorti plein d'algorithmes qui vont vérifier plein d'autres choses. Et c'est surtout toutes ces autres choses qu'on va essayer d'avoir un impact. Il y en a une grande partie en tout cas sur lesquelles on a un impact direct. La première chose, pour tester une page, alors j'ai choisi cette page-là. Alors je ne l'ai jamais testé cette page, je vous dis, donc je ne sais pas du tout les résultats que ça va donner. Mais c'est la page Suivez-nous de Training Dev que je dois refaire justement. Donc je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Alors la première chose, c'est d'ouvrir les outils de développeur. Alors je suis sur Google Chrome, donc on aura certains outils. La plupart sont disponibles aussi sur le Firefox et sur Edge. Donc on a un premier onglet ici qui est le Lighthouse. Ça c'est un outil justement d'audit de site qui va permettre de voir un peu tous les points qui pourraient être améliorés pour améliorer indirectement le référencement du site. Ces points, ça va être les performances. Les performances ont un impact direct sur le référencement d'un site parce qu'un site qui est lent à charger va être du coup moins souvent scrollé par les moteurs de recherche et donc bah, il va être moins souvent mis à jour et même il y a un indicateur aussi qui va dire ce site là est lent à charger, du coup il est moins intéressant. Et on a la case progressive web app qui est dans le cas où on développe une progressive web app, ce qui n'est pas le cas sur mon site, donc je ne la coche pas. Les best practices, ça c'est les bonnes pratiques de développement pour éviter les failles de sécurité, des problèmes connus ou ce genre de choses. On a l'accessibilité, donc ça c'est toute la partie pour rendre le site accessible à tous, c'est-à-dire qu'il soit accessible dans toutes ses versions d'affichage, qu'on soit sur ordinateur, sur mobile, sur tablette ou autre chose, mais aussi accessible aux personnes qui peuvent avoir des difficultés pour y accéder, comme par exemple les personnes en situation de handicap visuel qui vont utiliser des lecteurs d'écran pour afficher le site. Et enfin, on a l'onglet SEO, qui est SEO, ce qui veut dire Search Engine Optimization, donc l'optimisation pour les euh, moteurs de recherche. Donc là, c'est plus des recommandations pour réussir à faciliter le travail en fait des robots qui vont venir indexer votre site. Et du coup, bah, si vous leur facilitez le travail, ils vont vous classer un petit peu plus haut. Alors si on va lancer le rapport, on va voir un peu ce que ça donne. Je vais le lancer en version desktop pour commencer. Alors ce rapport, il nous donne des clés qui peuvent nous aider à améliorer. Si on a 100 partout sur tous les chiffres, ça ne veut pas dire pour autant que le site va être bien référencé. Ça veut simplement dire qu'on n'a pas de choses qui peuvent empêcher le bon référencement. Mais ça va un peu plus loin que ça, le référencement. On va en parler un petit peu après. Donc là, alors ça prend un petit peu de temps pour l'analyse. Il faut qu'il recharge la page, il va tester pas mal de choses, donc ça peut prendre 30 secondes, 1 minute. Ça dépend des pages, ça dépend de votre ordinateur aussi.
Et là, ça ne fonctionne pas. Page did not paint any content. Ah, oui, il faut que la page continue à s'afficher en même temps. Alors, je vais binder le truc. Hop. Ça, c'est un truc qui a été rajouté sur Chrome, qui fait que si la page est en arrière-plan, en fait, il va pas faire le painting parce que ça consomme des ressources. Et si elle est en arrière-plan, on n'est pas en train de la regarder. Et du coup, si on lance un Lighthouse avec la page en arrière-plan, et bien tout simplement, il cherche pas la page et du coup, le Lighthouse ne donne pas de résultat. Donc là, je relance le Lighthouse. Cette fois-ci, la page s'affiche bien. On devrait avoir les scores. Voilà. Donc là, on a les scores. Donc on voit en performance 100. Donc là, a priori, je n'ai rien à corriger. Même si on peut toujours améliorer les performances, hein, ça, il n'y a pas vraiment de doute. On regarde quand même rapidement, il y a quand même des opportunités, vous voyez, même si je suis à 100 sur 100 en performance, il me dit, je peux encore améliorer en par exemple passant les images sur un format next-gen, donc les nouvelles générations d'images, comme par exemple le format WebP, qui va être beaucoup moins consommateur en termes d'espace. Là, il me dit par exemple sur cette image-là, elle prend 533 kg, et je pourrais sauver 521 kg, donc en gros, mon image ferait 12 kg à la fin. Qu'est-ce qu'il me propose d'autre? La dimension des images et les ressources bloquantes. Alors ça, c'est quand on a des fichiers JavaScript. Par exemple, ici dans le head, je dois avoir des fichiers JavaScript ici, qui sont bloquants en fait, parce que vu qu'ils sont dans le head et qu'ils sont pas en A5 ou defer, ces fichiers vont devoir être entièrement chargés avant qu'ils puissent commencer à afficher la page. Ça, on pourrait les mettre du coup en A5 defer ou les passer en bas du body pour que ce soit pas bloquant. Ensuite, au niveau de l'accessibilité, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple background et foreground colors do not have sufficient contrast ratio. Donc ça, c'est un problème de ratio au final où ça rend le texte difficile à lire. Donc là, il faudrait par exemple que, bah, que j'augmente la taille de police ou que je change un peu la couleur de fond pour que le texte soit plus facile à lire. Enfin voilà, on a beaucoup de choses. J'ai des images qui n'ont pas d'attribut alt. Et on nous retourne du coup beaucoup d'informations intéressantes au niveau du Lighthouse qui vont nous permettre d'optimiser un peu tout ça, d'améliorer. Et si on arrive à avoir tous les compteurs qui sont dans le vert déjà, c'est qu'on n'est pas trop mal. Alors, je vais tenter de relancer le Lighthouse. J'ai plus l'onglet pour le fermer, il est caché derrière. Alors ça, c'est un petit bug depuis un moment. La bande qui est en haut pour fermer n'apparaît plus. Euh, Là, elle y est. Je vais le recharger en mobile. On va voir que les résultats ne sont pas nécessairement les mêmes en mobile. On peut avoir des différences. Voilà, là vous voyez, on a des nettes différences, surtout au niveau des performances. 5 secondes pour afficher complètement le site. Principalement les images qui prennent beaucoup de temps, qu'il faudrait passer en next-gen. Les ressources bloquantes. Il y a du JavaScript non utilisé a priori aussi. Il y a du CSS non utilisé. Et il faudrait que je minifie le JavaScript. Bon voilà, donc en fait pas mal de recommandations. Ça, moi c'est ce que je conseille toujours de faire en premier, un Lighthouse. Ça peut pas faire de mal, ça peut donner plein d'indicateurs qui peuvent permettre d'améliorer du coup la page. Ce que je vais faire sur cette page sous peu. Ensuite, on a autre chose. Dans le cas d'une page qui est relativement longue à charger, alors déjà on aura des indicateurs ici de qu'est-ce qui prend du temps, mais on peut aussi aller regarder dans l'onglet Network. Et dans cet onglet, en fait, on va avoir beaucoup d'informations. Je vais recharger la page, je vais le mettre en mode mobile, par exemple en iPhone. Je recharge la page et je vais disable le cache aussi. Alors ça c'est quelque chose d'important. La plupart des fichiers externes à la page sont mis en cache. Donc tout ce qui est fichiers JavaScript, CSS, images, etc. sont mis dans un cache navigateur qui fait que si vous revenez sur la page, plutôt que de redemander les fichiers au serveur, les retélécharger pour les réappliquer, bah, il va reprendre ceux qui sont dans le cache, ce qui fait gagner pas mal de temps. En cochant Disable Cache, du coup, ça va désactiver ce cache. Alors ça va le désactiver uniquement si les outils de développeur sont ouverts. Si vous les fermez, il réactive le cache. Mais du coup, ça va permettre d'avoir plus de détails sur tout ça. Là, donc on voit pas grand chose parce qu'on est encore en connexion. Alors je suis sur ma connexion comment fibre. On a aussi le nose rolling qui est ici, qui permet en fait de simuler des vitesses de connexion. Par exemple, on peut se positionner sur du Fast 3G qui est en fait du 3G+, connexion smartphone.
Et là, quand je vais recharger la page, cette fois-ci, il la recharge comme s'il était en connexion 3G+. Et là, on va identifier beaucoup plus facilement, du coup, qu'est-ce qui est gourmand sur ce chargement de page. Alors, on va retomber sur la même chose que Lighthouse, hein, mais on va avoir plus de détails, justement. Alors là, la page a fini de charger. On est sur 5 secondes 69 en chargement. Alors, tout ce qui est statut, type, etc., ça nous intéresse peu pour ce travail-là. Donc, je vais le réduire. Ce qui va être plus intéressant, c'est le time, déjà. Et on a, du coup, un fichier ici qui prend 7 secondes à charger, déjà. Alors, ce fichier, c'est... J'arrive pas à le réafficher. Twitch.png, donc c'est une image. Ici, on voit dans le waterfall aussi. Alors, le waterfall, c'est en fait à partir de quel moment il a commencé à charger. On voit par exemple que ici, ce fichier-là a été chargé en premier, c'est le fichier HTML de la page. Et c'est le fichier HTML en lui-même qui intègre les images. Du coup, les images ont commencé à être chargées ici après le fichier HTML. On a la partie blanche, c'est du idle, c'est qu'en fait, il a envoyé une requête au serveur et il est en train d'attendre. Une partie verte de mémoire, ça doit être quand il commence à recevoir la réponse. Et la partie bleue, c'est le chargement. Et là, on voit que du coup, sur ma page, j'ai pas mal de choses. Il y en a la plupart en vert et bleu qui prennent peu de temps ou pas énorme en tout cas. Des fichiers JavaScript par exemple, mais on a vraiment les fichiers images qui sont ici. Ce sont tous ces fichiers-là, du coup, qui prennent le plus de temps et qui pourraient permettre nettement d'améliorer les performances. Donc voilà un outil très utile aussi pour tester une page, pour vraiment optimiser sur les performances et savoir cibler quels sont les éléments à améliorer en premier. Ensuite, on a un autre outil. Alors ça, c'est une extension de navigateur qui s'appelle Wave, que j'ai ici. Alors on peut la trouver très facilement, hein. Il suffit de taper Wave Chrome plugin. Hop. On a ici donc l'outil qu'on peut installer. Alors moi, il est déjà installé, donc je ne vais pas le réinstaller. Et une fois qu'il est installé, on a la petite icône Wave qui est ici, qui va nous ouvrir un panel ici sur le côté, qui est vraiment orienté sur l'accessibilité, donc sur tout ce qui est responsive et l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap principalement. Et cet outil-là, il est assez pratique, il relève tout de suite les erreurs de contraste, les alertes, les choses qu'on peut améliorer, etc. Il fait un summary, il affiche du coup des icônes directement sur la page. Par exemple, on voit qu'ici, il y a une erreur. Alors, je sais pas, c'est sur l'image. Linked image missing alternative text. Donc sur cette image-là, j'ai pas de balise alt que je devrais avoir normalement. Et on peut cliquer du coup sur toutes les icônes. Par exemple, il dit Aria hidden, content is hidden with Aria. Donc il faudrait un Aria en plus, étant donné qu'il n'y a pas de texte dans ce lien, etc. On peut avoir un peu plus de détails dans la partie détails où justement il va nous dire voilà les 6 erreurs, celle-là c'est du alternative alt text en fait, alternative text qui manque. On a aussi des erreurs de contraste, on peut cliquer indirectement sur les icônes ici et il nous redirige sur l'endroit où il y a l'erreur. Là par exemple, on a celle-là où il y a un problème de contraste entre le texte et le fond. Ce qu'on avait vu tout à l'heure aussi dans Lighthouse. Voilà. Ça peut être pratique pour vraiment cibler sur l'accessibilité et trouver très rapidement où sont les points d'accessibilité à améliorer. Ensuite, on a les validateurs. Alors ça, si vous avez déjà fait un petit peu de HTML, CSS, vous devez connaître. Donc on a les validateurs HTML ici qui permettent de valider du coup la page. Alors moi j'ai tendance à recommander de l'utiliser avec l'URL qui est en ligne ou enfin essayer de le mettre en ligne et d'utiliser l'URL, c'est ce qu'il y a de plus pratique parce qu'il va vraiment inspecter le résultat final tel qu'il apparaît en ligne. Donc vous pouvez mettre l'URL directement ici, faire un check. Il vérifie la page et là il me ressort pas mal d'erreurs justement qu'il va falloir corriger. Alors principalement les halts sur les images, des labels qui manqueraient. Ok, enfin voilà. Donc des éléments qu'il va falloir que je corrige. Et toujours penser aussi, il y a plein de personnes qui ne le savent pas ou qui n'y pensent pas. Il y a un validateur CSS aussi qui existe, qui est sur Jigsaw. Donc celui-ci. Ou pareil, on peut lui passer directement l'URL. Et là, il va vérifier tous les fichiers CSS qui ont été chargés par la page. Et là, on retrouve à nouveau plein d'erreurs dans les fichiers CSS qu'il va falloir que je corrige. Bon, j'aurai du boulot.
Ensuite, un autre outil qui est très pratique, alors là c'est uniquement si votre site est déjà en ligne. L'extension Wave est-il dispo pour Firefox? Je crois que oui. Je vais vérifier ça. Elle est dispo pour Edge en tout cas, étant donné que Edge est sur le moteur Chromium, normalement toutes les extensions Chrome on peut les installer sur Edge. Et là on a aussi la version donc, pour Firefox. Donc ensuite on a le Google Webmaster Tool. Alors ça c'est un outil indispensable à configurer dès que vous avez un site en ligne et que vous voulez faire un tout petit peu de suivi de référencement. Alors ça va pas vous donner des conseils sur comment améliorer directement le référencement ou quoi que ce soit. Mais c'est plus pour déjà dire à Google, voilà, j'ai un site qui est en ligne, tu peux aller l'indexer. Et on peut lui fournir un fichier qu'on appelle un sitemap. C'est un fichier XML en fait qui va fournir plein d'URL du site. Alors je peux par exemple vous montrer celui que j'ai pour Training Dev. Open Sitemap, voilà. Voilà, c'est un fichier comme ça où on retrouve du coup plein d'URL avec la date de dernière modification, la priorité, le changement, la fréquence. Et après on peut avoir beaucoup d'autres informations en plus, comme par exemple sur des pages de cours où là, on va avoir une vidéo qui est associée avec toutes les informations sur la vidéo en question, etc. Et ça va permettre du coup à Google d'avoir une liste de pages que vous souhaitez référencer en priorité. Et il va avoir tendance, alors ça ne veut pas dire que c'est absolument toujours ce qu'il va faire, mais il va avoir tendance en priorité à aller voir les pages qui sont dans votre sitemap plutôt que les pages que lui découvre par hasard. Même s'il va quand même faire les deux. Dans cet outil, on a aussi donc, tout ce qui est performance. Ça permet de voir un petit peu donc, le nombre d'impressions, c'est-à-dire le nombre de fois où votre site est sorti dans les résultats de recherche de Google, le nombre de fois où des personnes ont cliqué dessus. On peut aussi voir average position, donc c'est la position dans le résultat de recherche. Alors on appelle ça des SERP, c'est les Search Engine Response Page, Result Page, un des deux, Response ou Result Page. En gros, c'est les pages de résultats de recherche. Et dans ces pages, en fait, vous avez toujours une position. Si vous êtes tout en haut au début du résultat, bah, vous êtes en position 1 en fait. Et plus vous allez descendre, plus vous allez dans des résultats bas, et en deuxième page, troisième page, etc. Et là, quand vous commencez à avoir des positions qui sont dans les 20-30, ça veut dire que votre site commence à ressortir quand même dans les résultats. Et après, l'objectif, c'est d'atteindre déjà du top 10 pour être dans la première page, voire du top 3 pour être en haut de la première page. Ce qui n'est pas toujours facile selon la concurrence de mots-clés. Si vous avez de l'announcement, alors ça c'est des choses un peu plus avancées, il peut aussi référencer directement des vidéos ou des contenus comme des news ou ce genre de choses, qui va ensuite afficher dans les recherches vidéo, dans les recherches actualités, dans les recherches map, etc. Ça c'est plus pour du contenu additionnel que vous pouvez proposer sur la page. Il y a aussi toute la partie link justement, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, comment l'algorithme de PageRank. Et là, du coup, vous pouvez retrouver tous les sites qui mettent un lien vers votre site et vers quelle page de votre site ils ont mis un lien. Enfin voilà, donc pas mal d'informations qui peuvent être intéressantes là-dessus. Après, pour aller encore un peu plus loin que ça, il y a l'outil Google Analytics qui est installé sur le site et qui permet d'avoir du détail sur quelle personne est venue sur votre site, à partir de quel site elle est arrivée sur votre site, donc où est-ce qu'elle a cliqué sur un lien, est-ce que c'est Google ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a mis un lien, combien de temps elle est restée sur la page, est-ce qu'elle a cliqué sur des liens, est-ce qu'elle a navigué, etc. Enfin voilà, beaucoup plus de détails sur la façon dont les gens utilisent le site. Ça, Google Analytics, dans un premier temps, quand vous avez assez peu de visites, ça va pas vraiment avoir d'intérêt. C'est plus quand vous commencez un site qui commence à monter un peu en puissance, vous avez du monde qui passe et que vous voulez vraiment optimiser et comprendre euh, qu'est-ce qui intéresse les gens, dans quel cas ils restent sur le site et ils sont intéressés par rapport à ce qu'ils ont vu. Et du coup, bah, réussir à orienter votre site pour qu'il corresponde de plus en plus à ce que les gens recherchent. Voilà. Donc ça fait pas mal d'outils déjà, beaucoup de choses à voir, qui permettent d'avoir beaucoup de résultats. Et du coup, pour faire un petit point sur le référencement, sur tout ça, vous pouvez améliorer tous ces points-là. Ça ne veut pas dire pour autant que vous serez premier dans les résultats de recherche. Il y a beaucoup d'autres critères qui peuvent rentrer en compte. Alors tous ces points qu'on vient de voir, en fait, c'est le minimum requis pour commencer à travailler sur le référencement d'un site. C'est toute la partie technique qui doit justement éviter les erreurs et éviter les punitions de Google pour des problèmes sur le site.
Il y a beaucoup d'autres choses donc, qui peuvent être faites. Une des premières choses qu'on peut faire pour aller plus loin, c'est une recherche de mots-clés et de concurrence sur les mots-clés. Parce que dans l'idée, si vous, par exemple, vous essayez de référencer votre site sur le mot-clé bière, ça va être très compliqué parce qu'il va y avoir énormément de concurrence. Il y a déjà beaucoup de sites qui parlent de ce mot en particulier et qui cherchent à être mieux référencés pour vendre des produits ou ce genre de choses. Par contre, si vous faites un site web qui a pour mot-clé le Glooby Goulba ou quelque chose comme ça, un truc très spécifique que personne d'autre n'utilise, bah c'est sûr, vous allez sortir premier dans les résultats de recherche. Le problème, c'est que c'est un mot-clé qui est très peu recherché. Donc du coup, il y a très peu de concurrence. Quand quelqu'un le recherche, il va tomber rapidement dessus. Mais il va y avoir peu de monde qui va le chercher, donc peu de monde qui va tomber dessus. Donc l'idée dans le référencement, pour améliorer justement ces résultats de recherche, c'est aussi de travailler sur ces mots-clés pour voir dans quels mots-clés on est capable de jouer sur la concurrence. Parce que ça va être compliqué de jouer la concurrence de grandes enseignes qui sont déjà en ligne depuis très longtemps et qui ont déjà quelque chose de très optimisé. Mais voilà, il faut essayer de trouver la juste mesure, les mots qui correspondent à ce qu'on veut faire et sur lesquels on est capable de concurrencer des gens qui sont déjà présents. Et après, adapter son contenu par rapport à ça. Et il y a une chose aussi très importante dans le référencement, c'est qu'il faut être patient. C'est pas parce que vous allez faire une modification que dès le lendemain il va y avoir des résultats, des impacts ou quoi que ce soit. Généralement, dès que vous allez faire une modif sur un site petit ou moyen en tout cas, il va falloir attendre 1 à 3 semaines avant de voir les résultats de ce que vous avez fait si ça a vraiment un impact. Et ça, c'est pas toujours facile, c'est un travail de longue haleine, il faut vraiment s'y préparer. Il y a des choses qui peuvent avoir un impact significatif plus rapidement, comme par exemple faire de la communication. Si vous communiquez sur des sujets intéressants sur différents réseaux, comme du LinkedIn si vous êtes sur un site pro, ou sur du Facebook ou des choses comme ça, si vous voulez faire de la vente ou partager un tips, ou voilà. Ça peut avoir des résultats du coup très rapides qui vont booster un coup les recherches et le nombre de personnes qui viennent sur votre site. Mais attention aussi à ce genre de choses, parce que ça va généralement fournir un boost rapide qui peut retomber très rapidement. C'est ce qu'on appelle en fait un buzz. C'est-à-dire, on fait une com, la com amène beaucoup de monde d'un coup, mais ces gens vont pas nécessairement rester. Et l'idée pour faire du bon buzz, c'est justement d'avoir un contenu qui est vraiment adapté, qui va intéresser les gens, qui vont leur donner envie de voir plus et plus loin. Et du coup, le buzz cumulé au fait d'avoir un contenu adapté qui correspond aux attentes, ça, sur le long terme, ça peut justement apporter des gens qui vont connaître, apprécier votre site et revenir, voir s'inscrire, s'abonner à la newsletter ou ce genre de choses pour revenir plus régulièrement. Voilà. En tout cas, ça demande du travail, de l'implication. Il y a beaucoup d'outils, comme vous l'avez pu le voir, qui permettent d'aider dans un premier temps. Et après, si vous voulez aller plus loin, il faut se renseigner. On aura l'occasion d'en reparler à l'occasion si vous voulez. Mais voilà. Vous avez déjà toutes les bases en tout cas pour bien commencer à travailler sur un site qui sera référencé.